Serge Deruet est professeur à l'université de Mons, donc dans le Hainaut, en Belgique. Je dis ceci pour nos éditeurs et nos auditrices français, que je sais être nombreux à écouter et à regarder cette chaîne. Il est donc professeur dans cette université et il y enseigne en particulier l'histoire de la pensée politique et d'autre part l'histoire contemporaine. Il est l'auteur de nombreux articles, d'ouvrages qu'il a publiés comme seul auteur, comme co-auteur, comme directeur ou comme éditeur. Et je vais lui proposer tout de suite d'en montrer quelques-uns dans l'ordre qui lui plaira. On va aborder tout à l'heure un sujet en particulier, mais ici, il s'agit donc d'une présentation générale. Voici, Serge. Merci. Voilà, on va d'abord peut-être présenter l'ouvrage. C'est pas moi qui l'ai rédigé, c'est Anne Morelli qui l'a dirigé. L'ouvrage collectif sur les rebelles et les subversifs de nos régions, dans lequel il y a un article que j'ai rédigé sur les deux grands combats belges de rebelles du XXe siècle, ceux de la question royale en 1952 et puis de la grande grève de l'hiver 60-61, puisque c'est ça qui nous occupe. Alors on a également une petite brochure, ça c'est historique. Je vais peut-être préciser que ça a été édité chez Couleur Livre en 2011. Belle précision. Alors épuisé complètement, une petite brochure qui avait été faite il y a maintenant plus de 25 ans, en 91-92, pour le 30e anniversaire de cette grève de l'hiver 60-61. Une petite brochure de l'exposition. J'ai travaillé, puisque Jean-Michel l'a dit, je suis historien des idées d'une certaine manière. J'ai travaillé sur un penseur particulier très méconnu, le curé Meslier. Jean Meslier, c'est un curé du début du XVIIIe siècle qui est le précurseur de l'athéisme. C'est le premier en fait à avoir développé de la façon aussi conséquente la conception athée. Deuxième ouvrage collectif fait avec l'association des Amis du curé Meslier dans lequel j'ai contribué. Et tout dernièrement, pour le 500e anniversaire de sa parution en 1516, donc c'était en 2016, il y a maintenant un petit 2 ans, une grosse introduction à l'ouvrage de Thomas More, L'Utopie, pour son 500e anniversaire. Je remontre cet ouvrage-ci. Voilà. Je vais peut-être préciser que l'ouvrage de Thomas More, L'Utopie, et le livre sur Jean Meslier ont été publiés aux éditions Aden, qui est un petit éditeur engagé, Gilles Martin, qui se trouve ici à proximité de mon domicile, rue de Roumanie, à Saint-Gilles. Et très bien distribué en France. Tout à fait. Belles lettres. C'est pas une si petite maison d'édition, une belle maison d'édition à contre-courant des idées dominantes, disons-le comme ça. Exactement. Disons une librairie, oui, parce que c'est non seulement un éditeur, mais c'est aussi une librairie alternative. Voilà. Donc Serge, comme tu l'as précisé dans cette introduction, tu m'as devancé, c'est très bien, nous allons aujourd'hui aborder la grande grève de 1960-61 en Belgique. Tu vas essayer de nous expliquer pourquoi ce qualificatif de grand précède le mot grève, en l'occurrence, et ce serait peut-être intéressant, dans un tout premier temps, d'expliquer quel a été le contexte dans lequel va naître tout d'abord et se développer la grande grève, en n'oubliant peut-être pas que 10 ans plus tôt, il y avait eu aussi un mouvement très important à l'occasion de la question royale. Eh bien oui, on se trouve donc en Belgique et avec une grève générale dans cet hiver 1960-61. Grande grève. La grève du million. Il y a 1 million
millions de travailleurs qui se mettent en grève dans ce petit pays. C'est un pays de tradition de grève générale. La première grève générale, et c'est une grève générale politique, pour l'obtention du suffrage universel au monde, la première grève générale, c'est en 1893 qu'on la trouve. Évidemment, la grève peut être générale et nationale parce que le réseau industriel est particulièrement concentré dans certaines régions de ce petit pays. Mais puis il y a encore d'autres grèves pour le suffrage universel, à peu près tous les 10 ans, une en 1902, une en 1913, il y en aura deux également dans l'entre-deux-guerres, une grève contre la misère avec laquelle on renoue en l'été 1932, la grève surtout portée par les mineurs qui subissent de plein fouet les fermetures de charbonnage, fermetures d'entreprises, les réductions de la production, et puis la grève de 1936 qui suit là les mouvements de grève de France qui ont été initiés à partir de la victoire du Front populaire pour obtenir quelques avancées sociales, notamment les congés payés. Il y en a une également en Belgique. Et puis on en aura après la Deuxième Guerre mondiale, celle de 1950, à l'occasion de la question royale. Alors la question royale peut paraître une question particulièrement aristocratique si on n'y est pas informé, mais la question royale en Belgique est avant tout de la même manière qu'il ne peut pas y avoir de roi s'il n'y a pas un peuple auquel qui est au sujet. D'une certaine manière, la question royale est une question populaire, et à cette occasion, sur la question du retour sur le trône du roi, on va avoir une nouvelle grève générale. J'aurai l'occasion sans doute d'y revenir, parce qu'on est 10 ans seulement après cette grève du siècle, cette grève du million, cette toute grande grève qui sera la dernière grande grève dans l'histoire ouvrière de Belgique, une grève qui va durer 5 semaines, donc un gros mois, autour de la Noël et de la nouvelle année 1960-61. Ensuite, nous aurons encore en Belgique quelques grèves générales, mais ce ne sera plus que des grèves d'un jour à la fin du XXe siècle contre le plan global, et puis au début du XXIe siècle, ce sera des grèves 2008 plutôt, ça sera des grèves contre la tentative d'allonger le temps de travail, le temps de la pré-retraite et de la retraite auquel on assistera. Mais on va parler maintenant de voilà, alors, 60-60. Voilà, alors, merci beaucoup, puisque ma question portait effectivement sur le qualificatif de grand. Donc tu as expliqué que notre pays, la Belgique, est un pays de grande tradition justement de grève, depuis la fin du XIXe siècle jusque justement l'époque de 1960, et que depuis 60 ans, il y a eu encore des grèves, mais qui n'ont plus l'ampleur de celle donc, de 1960. Alors, ce qui est un petit peu curieux, c'est que dans le langage courant, dans les livres d'histoire, dans les médias, lorsqu'on en parle, on présente toujours les années, les 30 années qui succèdent à la Deuxième Guerre mondiale comme une période de croissance, de prospérité, comme une période qui aboutit à ce que l'on appelle donc les fameuses Golden 60, c'est-à-dire les 60 dorés. Or, justement, la grève dont il va être question ici se situe en 1960-61. Alors, est-ce que l'on peut dire qu'il s'agit d'un propos qui relève de l'idéologie bourgeoise quand on parle des 30 glorieuses? Est-ce qu'il s'agit des grandes glorieuses du patronat, de la bourgeoisie, ou est-ce qu'il s'agit vraiment d'une période de croissance dont profitent véritablement les classes ouvrières, les classes populaires? Et dans ce cadre-là, je voudrais alors plus précisément connaître le rapport de force entre d'une part la bourgeoisie dans le contexte que je viens d'évoquer et d'autre part
la classe ouvrière, donc à la fin des années 1950. Est-ce que tu pourrais nous éclairer d'une part sur ma première observation, cette période de croissance continue jusqu'en 1974, donc en 73-74 quand il y a le premier choc pétrolier, et est-ce que vraiment ce premier choc pétrolier est vraiment l'élément déclencheur ou pas? Et puis alors deuxième partie de ma question qui est plus précise, qui est de savoir effectivement quel est le rapport de force dans ce que l'on présente comme une période de croissance continue. Bien, on va essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça. D'abord la deuxième partie, qui est plus tardive, celle des années 60, la grève de l'hiver 60-61, et tout début de cette période des Golden 60s, ces années de prospérité qui le sont réellement, parce que l'on va voir se transformer à la fois le monde ouvrier et les rapports de force de ce monde ouvrier à l'intérieur du pays. C'est l'introduction d'une société de consommation. Pour la première fois dans l'histoire, les travailleurs qui produisaient tant de richesses sans pouvoir en bénéficier vont finalement pouvoir profiter. L'électroménager, le scooter, voire la voiture qui va s'introduire et devenir des biens de consommation. Profiter de la production, ça c'est les années 60. Mais pour en arriver là, on a un chemin qui est celui d'une histoire économique marquée en Belgique par un renversement d'une polarité économique entre la Flandre et la Wallonie, sur lequel je veux revenir, parce que c'est important. On a eu, depuis le 19e siècle, la révolution industrielle qui s'était autour du charbon, autour de l'acier, un bassin industriel, minier, charbonnier et sidérurgique en Wallonie, le long de la Haine, de la Sambre, de la Meuse, un sillon houillé, comme on l'appelle, qui a rassemblé l'épine dorsale du monde ouvrier, qui était le monde ouvrier le plus représentatif et le plus combatif aussi que l'on trouvait à ce moment. Et ça va durer jusqu'au milieu du XXe siècle. Qu'est-ce qui se passe au milieu du XXe siècle? Il s'est passé la Deuxième Guerre mondiale, la Belgique qui est occupée, et puis la libération en 1945 de la Belgique. Il y en a eu deux d'ailleurs, celle de la fin 1944, et puis après l'offensive des Ardennes, celle de 1945. Mais là, qu'est-ce qui se passe? On va rentrer dans ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, qui culmineront avec les Golden 60s, les années 60. C'est une période de prospérité en Belgique. Elle va se passer, cette période de prospérité, d'une manière très particulière. Pourquoi? Parce que ce monde industriel, qui était un monde industriel en grande partie du sud du pays, le long de la Haine, la Sambre et la Meuse, en Wallonie, ce monde industriel va rentrer en pleine crise au même moment où le capital va se développer dans cette autre région du nord du pays, la Flandre, qui est une région de campagne et qui s'industrialise seulement. Et donc on voit un renversement de la polarité économique, un renversement du rapport de force. Les anciennes industries, celles qui sont centrées sur le charbon et l'acier, elles ferment en Wallonie. Elles tendent à fermer. Le charbon va céder la place au pétrole. Le pétrole va être raffiné et donc ça ne sera pas dans les régions industrielles traditionnelles de la houille, du charbon. La sidérurgie également va marquer le coup. Et à côté de ça, se développe une nouvelle forme de capital qui est transnational, international, celui qui est fait de délocalisation, comme on le dirait aujourd'hui, et qui est surtout un capital américain, mais pas seulement, et qui vient s'investir en Belgique. Où va-t-il s'investir? Mais non pas dans les régions de la vieille classe ouvrière combative, si volontiers gréviste, mais dans cet énorme réservoir de main-d'œuvre d'origine largement campagnarde, voire paysanne, qu'était la Flandre. Donc, développement d'une nouvelle forme industrielle qui n'est plus véritablement centrée sur le charbon en Flandre, pendant que périclite, pendant que tend à s'effondrer la vieille industrie wallonne. C'est dans ce cadre-là spécifique que va avoir lieu la grande grève
de l'hiver 60-61, une grève dont on n'attendait pas, dont on ne s'attendait pas à voir qu'elle puisse prendre une telle ampleur. Mais les raisons profondes se trouvent dans ce renversement de la polarité. Voilà, ça ce sont, je dirais, les raisons presque structurelles. Alors conjoncturellement, il y a dans les cartons du gouvernement, à ce moment-là, un projet de loi que l'on va appeler la loi unique, la loi qui sera finalement promulguée sous le gouvernement de Gaston Esquens. Est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce qu'il y avait dans cette loi qui a pu déclencher comme ça ce mouvement sans pareil? Eh bien, on voit à la fin des années 50, on voit déjà ces difficultés économiques qui sont liées au contexte que j'ai signalé, auquel il faut ajouter la décolonisation du Congo, qu'on va beaucoup utiliser, notamment le gouvernement en place, le gouvernement Esquens, évoquera la perte pour la Belgique coloniale, la perte du Congo, et cette perte du Congo aura bon dos pour pouvoir y introduire une législation générale qui visera en fait à ce qu'on appellera le redéploiement économique, le développement social et le retour à l'assainissement financier. C'est une loi qui vise en fait, et c'est pour ça qu'on l'appelle la loi unique, elle vise en fait toute une série de secteurs de l'activité économique, mais aussi sociale, et qui est faite de régression pour les acquis du monde ouvrier. C'est ce qui déclenchera la colère de ce monde ouvrier, tout particulièrement là où il avait ses éléments de force, c'est-à-dire dans les bastions ouvriers de Wallonie que j'ai décrits. Donc on est un petit peu, évidemment l'histoire ne se répète jamais, on est bien d'accord, mais c'est une politique qu'aujourd'hui on appellerait une politique néolibérale. C'est peut-être beaucoup dire néolibéral. Libéral très certainement, elle est menée par un gouvernement qui est un gouvernement de droite, libéral et chrétien. Mais quand on aura ensuite un gouvernement chrétien-socialiste, plutôt de centre-gauche, on verra que ça sera les mêmes éléments politiques qui seront introduits, brouillant ainsi les cartes sur ces oppositions droite-gauche. Et là, la Belgique n'est pas une exception en la matière aujourd'hui. On voit ce brouillage des cartes assez fréquent. Mais c'est néolibéral, c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui, libéral très certainement, parce que derrière cette volonté d'assainir les finances publiques, il y avait la volonté de réduire à la fois services publics et les aides sociales, l'assistance sociale qui avait été mise en place, et pas si longtemps que ça. À la fin de 1944, après la première libération, assainir la sécurité sociale en Belgique. C'est contre ces mesures de régression sociale, que le monde ouvrier alors partira dans cette grève qui aura une ampleur inattendue. Quand j'ai parlé de politique néolibérale, ça peut paraître un petit peu anachronique, et ce n'est pas ici pour faire de la polémique, mais quand tu dis que lors du gouvernement qui va succéder à ce gouvernement libéral social chrétien, va succéder donc un gouvernement où l'on trouve les socialistes, est-ce que quand même ça ne nous fait pas penser un petit peu à ce que les partis socialistes sont devenus depuis lors, quand on pense à la social-démocratie, à la française, ou un certain socialisme quand même en Belgique, même si le socialisme belge est encore celui qui est peut-être le plus à gauche en Europe, même si il paraît très centriste ou même au-delà, mais quelque part, au fond, les partis socialistes, la social-démocratie, depuis maintenant bien longtemps, a repris en charge des programmes néolibéraux. C'est ça que je voulais évoquer. C'est ça que je voulais évoquer. Alors maintenant, nous allons passer à avancer un petit peu dans le sujet. Donc, la grève va naître au milieu du mois de décembre 1960, par là.
Elle va d'ailleurs durer très longtemps, jusque fin janvier, si mes souvenirs sont bons, 2061. Et alors, quel secteur va... Est-ce que c'est le secteur public ou le secteur privé qui va être à l'avant-garde de cette grève? Oui, bonne question, hein, parce que là, j'ai indiqué qu'il y avait comme une recomposition du monde ouvrier. On va bientôt le voir à l'œuvre, hein, mais la question est vaste. Hein. On va peut-être essayer de préciser quels vont être les éléments qui vont entraîner cette grève, son déclenchement, et puis la nature du monde ouvrier qui s'y jette. Hein. J'ai déjà signalé qu'il y avait une différence que l'on devait opérer entre le monde ouvrier de la vieille industrie wallonne et le monde ouvrier qui est aussi en partie flamand maintenant, très récemment introduit depuis la Deuxième Guerre mondiale, dans cette période de prospérité économique qui s'affirmait, mais qui se marquait à travers ce renversement de polarité. C'est dans ce cadre-là qu'il faut voir les choses. On aura donc déjà des fermetures de charbonnage qui s'opèrent en Wallonie à la fin des années 1950 et elles entraînent une riposte ouvrière. Et quand en novembre 1960, au début novembre 1960, le gouvernement Eskens proposera cette loi unique sous le nom de redéploiement à la fois économique, social et financier, le monde ouvrier et le monde syndical dans lequel il est organisé ne s'en laissera pas compter. Et on verra déjà des régionales syndicales partir en grève. Et cela donnera des lieux d'ailleurs à une certaine cacophonie à l'intérieur des organisations syndicales qui finira par se cliver d'une certaine manière entre Sud et Nord. Le Sud, la Wallonie, le Nord, la Flandre, le Sud sera plus gréviste que la Flandre. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi ça le sera. Mais on laisse donc au régional. Ce serait peut-être intéressant ici alors de dire quelles sont les organisations syndicales en Belgique à ce moment-là et quel est leur poids en Wallonie et d'autre part en Flandre. Là, je crois qu'il y a quand même... tu as évoqué tout à l'heure la question royale, bon, qu'il y a eu quand même un nord, une Flandre chrétienne et plutôt rurale qui avait voté massivement pour le retour de Léopold III, alors que le sud, plutôt urbain et plutôt ouvrier, s'y était opposé. On va retrouver un petit peu ce clivage alors en 60-61. Plus qu'un petit peu, hein, mais c'est vrai que c'est important peut-être de préciser quelles sont les organisations syndicales. Le public belge les connaît, mais pour le public français, voilà, exactement. Hein, c'est nécessaire. Il y a expliquer les sigles aussi. Deux grosses organisations syndicales. La FGTP, puisqu'on parle de sigles, voilà. Alors, disons globalement, c'est l'organisation syndicale socialiste. Socialiste liée au Parti socialiste, mais dans lequel travaillent également des communistes, et là on va trouver une Fédération Générale du Travail de Belgique, c'est ça que vous dites par ci. Voilà. Et donc, pour nos amis. Voilà, et donc on va trouver là une combativité beaucoup plus importante que dans la deuxième organisation syndicale, la CSC, Confédération des syndicats chrétiens. Une confédération donc qui est une grande organisation syndicale, mais surtout puissante en Flandre, dans cette Flandre d'origine campagnarde, qui n'avait pas été marquée par un siècle entier d'industrialisation qui avait contribué à déchristianiser le monde ouvrier en Wallonie. Organisation syndicale socialiste globalement, disons-le comme ça, organisation syndicale chrétienne, d'autre part, ce sont les deux organisations. Alors comment se combinent-elles en Belgique? Et là, on a une des clés du déroulement de la grève. On a une organisation socialiste du côté wallon qui sera le plus ferme dans sa volonté de durcir le combat. Et à côté de cela, une organisation socialiste en Flandre
qui est minoritaire dans le rapport de force syndicale avec l'organisation chrétienne, et qui donc d'une certaine manière ne pourra pas développer une combativité comme ça peut être le cas dans ce monde ouvrier wallon de vieille industrie. Et on a ceci aussi, c'est que en termes de majorité, la Flandre a une population plus importante que la Wallonie. Et donc, l'organisation syndicale socialiste en Flandre, même si elle est minoritaire, est à l'intérieur de l'organisation syndicale socialiste nationale, majoritaire sur la Wallonie. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'on a une organisation syndicale socialiste minoritaire au niveau national et très combative en Wallonie, et qui doit composer avec les éléments flamands qui, eux, sont en partie neutralisés par l'organisation syndicale chrétienne, à l'époque bien moins combative que l'organisation syndicale socialiste. Ça veut dire, cette cacophonie dont je parlais, que la FGTB, cette organisation syndicale socialiste, va avoir une responsabilité énorme dans la division nord-sud du mouvement qui aura lieu à la faveur de la grève 60-61 et qui aura des conséquences qui annonceront celles du fédéralisme en Belgique. On aura l'occasion d'y revenir. Mais donc la responsabilité est énorme du côté de la FGTB qui, quand le 4 novembre 1960, le gouvernement annonce ce plan qui va être très vite conçu dans le monde ouvrier comme un plan de régression sociale, il laisse au régional le soin d'organiser l'opposition. D'une certaine manière, il va empêcher une unification du combat ouvrier nord et sud. Les régionales wallonnes proposeront la lutte, les régionales flamandes seront beaucoup plus attentives, et on le verra d'ailleurs lorsque on finira par décider d'un jour de grève contre cette loi unique. Le jour de grève, il est poussé par les régionales wallonnes. Et on finira par l'arracher alors que l'organisation nationale du syndicat laisse au régional le soin de le faire. On finira par l'arracher en envisageant la date, et je vais la dire cette date parce qu'elle est intéressante, la date du 15 décembre 1960. En quoi est-elle intéressante? Mais ce n'est pas une date anodine, c'était le jour du mariage du roi. Le roi se mariait le 15 décembre. Et donc on voyait un acte particulier qui indiquait bien ces relents de contestation anti-royale, sinon anti-royaliste, qui s'étaient développés 10 ans plus tôt à la faveur de la question royale du côté wallon. Évidemment, vous ne pouvez pas faire grève le jour du mariage du roi. On va alors déplacer cette journée d'action, cette journée de grève, au 14 décembre. Et la grève a donc lieu la veille de ce mariage royal. Le lendemain, on est le 16 décembre, et là, dans l'organisation syndicale, le fer de lance de cette opposition, dont j'ai indiqué la division profonde entre le Nord et le Sud, là on va avoir une nouvelle responsabilité importante. Il n'y a pas de décision qui va être prise d'une grève générale. Au contraire, dans cette organisation vont s'opposer deux tendances qui vont se cristalliser en une tendance wallonne et une tendance flamande. La tendance wallonne, elle est représentée par celui qui deviendra un des leaders de ce combat ouvrier, André Renard. Et du côté flamand, moins connu, Doris Metz, de la centrale du bâtiment. Quelles sont les motions en jeu? André Renard propose la grève générale. Il ne l'envisageait pas à court terme en décembre. Il a proposé pour après la nouvelle année, en janvier. Mais il propose la grève générale. Tandis que la motion flamande, celle de Dorsmetz, elle envisageait une journée de lutte qui avait en fait comme objectif d'éviter cette grève générale. Et qu'est-ce qu'il advient de là? Le poids plus important des régionales flamandes vont faire peser la balance du côté de la motion Dorsmetz. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de grève générale, on va organiser des actions, mais pas une grève générale. C'est ça qui est décidé à une très faible
majorité. Et donc là, on voit profondément la division, c'est déjà une division nord-sud. On est le 7 décembre. La grève, elle finira par être déclenchée. Et elle le sera par des régionales wallonnes qui prennent l'initiative de la décider, alors qu'il n'y avait aucune interrégionale, elle sera créée plus tard l'interrégionale, qui prennent l'initiative de la décider. C'est organisé en conférence, puisqu'on ne pouvait pas s'organiser comme une structure, et qui décide alors de lancer la grève. Mais il faut dire qu'elle était déjà initiée par des travailleurs, et notamment en Charleroi, les travailleurs de la métallurgie étaient partis en grève, mais aussi, et là je réponds à une deuxième partie de la question, la composition particulière de cette grève, on va voir des travailleurs du secteur public, des services publics, qui rentrent pour la première fois en grève, cette nouvelle forme du monde ouvrier, si l'on peut dire, qui n'est plus celui de l'entreprise privée, mais du secteur public. Et aussi, en Flandre, ça sera un des éléments déclencheurs de cette grève et qui lui donnera son caractère national, ça sera le secteur public, parce qu'en Flandre, notamment dans les grandes villes, la grande ville industrielle, la grande ville portuaire d'Anvers, dans cette grande ville, on va voir une grève non seulement du port, des ouvriers du port, des dockers, mais également des services publics. Ça serait une des caractéristiques qui permettra d'envisager cette unification du mouvement, mais on va voir aussi bientôt tous les tiraillements qui feront que cette unification ne pourra pas être réalisée. Les services publics y vont contribuer pour une grande part. Je voudrais te demander maintenant, quand a été lancé le mot d'ordre de marche sur Bruxelles et pourquoi finalement cela aboutit à un échec? Et aussi, j'aimerais bien que dans la foulée, tu expliques quelle place a été occupée par l'idée ou par le slogan d'abandon d'outils et quelles auraient pu être les conséquences si ce mot d'ordre avait été appliqué. Eh bien, on va reprendre les choses chronologiquement pour aborder la réponse à cette double question sur les mots d'ordre. Abandon de d'abord, marche de Bruxelles et avant Bruxelles, voilà. Donc sur ces deux mots d'ordre. On était encore avant la Noël. On est le 19 décembre. La grève va être véritablement déclenchée le lendemain, le 20, dans les services publics. Elle commence donc le 19 et elle devient nationale dès le 20, avant la Noël. Elle n'était pas prévue, elle n'était pas envisagée. À ce moment, elle avait même été écartée par le vote dans l'organisation syndicale socialiste et elle devient effective à partir de réactions à la fois régionales et des travailleurs eux-mêmes qui décident de partir en grève. Dire aussi que la FGTB elle a une lourde responsabilité dans la division du mouvement. Elle va laisser à ces régionales le soin d'organiser les actions sans vouloir s'en mêler, ce qui traduit d'une certaine manière cette division profonde. Et le 22 décembre, on décide alors, les régionales ont toute autonomie de décider ce que bon leur semble, d'une certaine manière, capitulation de l'organisation socialiste nationale. Côté chrétien, c'est peut-être important de le signaler avant cette journée importante pour le monde chrétien qu'est la Noël. 2 jours avant la Noël, le 23, l'avant-veille de la Noël, l'archevêque Van Rooij, le cardinal Van Rooij va prendre position. Il demande aux travailleurs chrétiens de rentrer au travail, d'abandonner la grève. Ça indique que les travailleurs chrétiens avaient également embrayé. Et on le verra surtout aussi dans la réaction qui divise le monde chrétien, parce que des prêtres de cités ouvrières, de villes ouvrières, celles dans la région liégeoise de Serein, les prêtres de Serein répondront, dans la veille de Noël, ils répondront au cardinal en disant « Nous soutenons la grève » et ils manifesteront ainsi que le monde ouvrier, en tout cas pour ce qui est de la Wallonie, est uni dans sa volonté de s'opposer au gouvernement, qu'il soit à la fois celui du côté du syndicat socialiste, mais également celui du monde chrétien. C'est important de le signaler. Et dans ce cadre-là,
On va aborder la semaine entre Noël et Nouvel An. Elle débute d'une certaine manière le 27 décembre. Le 26 est encore un jour de congé, donc on ne peut pas parler d'extension de la grève, mais le 27, effectivement, on va voir un rattrapage en Flandre, notamment au travers de la mise en action gréviste des services publics. On va voir un rattrapage en Flandre, la grève, qui prend véritablement une tournure nationale dans cette entre-Noël et Nouvel An, deuxième semaine de la grève, semaine du rattrapage de la Flandre sur l'activité gréviste wallonne. Et c'est dans ce cadre-là que va se développer un mot d'ordre qui avait comme objectif l'unification du mouvement ouvrier belge pour faire pression sur les gouvernements, éventuellement le faire chuter, mais surtout l'amener à abandonner cette loi unique. Ça sera le mot d'ordre que tu as énoncé, celui de marche sur Bruxelles. De quoi s'agit-il? D'une grande manifestation nationale. Et pourquoi marche sur Bruxelles? Elle a des relents. Cette revendication, cette action de manifestation nationale, des relents de marche qui s'était faite dans un climat insurrectionnel 10 ans plus tôt, à la faveur de cette question royale. J'avais dit qu'on y reviendrait, ben on y revient dans cette question royale. Il faudra toute une émission pour pouvoir expliquer ce qu'était la question royale, on y reviendra là-dessus. Mais donc, est-ce que le roi Léopold peut revenir sur le trône, ou bien pas? Il y avait eu toute une discussion là-dessus, qui avait marqué des brisures au sein de la société belge, notamment Flandre, Wallonie, mais pas que, puisque c'était surtout un vote majoritairement ouvrier qui s'était exprimé en défaveur du retour du roi. Il y a un vote, c'était lors d'un référendum anticonstitutionnel en Belgique, donc qui ne disait pas son nom, consultation populaire, que s'était exprimé du côté surtout wallon mais ouvrier, la volonté que Léopold ne remonte pas sur le trône, là où le royalisme se retrouvait plus présent du côté flamand, et une marche au Bruxelles avait été organisée, était envisagée pour le 1er août 1950, qui aurait été une marche insurrectionnelle. On n'est que quelques années après la Deuxième Guerre mondiale. La résistance va se remettre sur pied de guerre. La manifestation aurait pu être armée, elle sera désamorcée au dernier moment. Mais ce mot d'ordre de marche Bruxelles est un mot d'ordre qui a remis au goût du jour une idée qui avait été oubliée dans l'histoire de Belgique, pourtant présente dans l'histoire française, mais oubliée dans l'histoire de Belgique depuis près de 120 ans, celle de révolution et d'insurrection. La révolution belge de 1830. Et depuis lors, il y a eu des grèves générales, j'ai dit, mais plus de climat insurrectionnel, on en retrouve un. Et c'est la marche sur Bruxelles qui va l'amener, elle sera désamorcée au dernier moment par la décision qui a été prise d'abdication de Léopold III, du roi Léopold, mais elle aura mené le pays au bord de l'insurrection. Mot d'ordre extrêmement radical, donc. Et quand on le remobilise, ça veut dire que le combat va entrer dans une phase de radicalité, mais aussi, puisque c'est la capitale qui est visée, dans une perspective d'unification. Et on est là dans ce mot d'ordre est lancé le 27, le 28 décembre, et très vite. J'ai dit qu'une des grandes personnalités de cette fête qui va émerger, André Renard, le leader, va lui y opposer un autre mot d'ordre, au lieu d'embrayer sur cette perspective qui aurait permis l'unification de l'ensemble du mouvement ouvrier, tant du nord que du sud du pays. Il va proposer un autre mot d'ordre, un mot d'ordre radical qui lui aussi a sa source 10 ans plus tôt dans la grande grève radicale de la question royale, et qui est l'abandon de l'outil. De quoi s'agit-il? L'abandon de l'outil, c'est simplement abandonner l'outil, c'est-à-dire ne plus l'entretenir. Si l'on raisonne oui, quand on est avec les laminoirs ou quoi, c'est épouvantable. Enfin. Effectivement, si on raisonne dans des petites entreprises mécaniques, ce n'est pas bien grave, il s'agira de dépoussiérer après avoir abandonné, puis avoir entretenu, huiler, graisser un peu, mais dans la sidérurgie, ça veut dire laisser se coaguler les métaux, les minerais dans les hauts fourneaux, les rendre inutilisables. Ça veut dire que la grève va être longue et qu'elle va être radicale. Ce mot d'ordre est donc un mot d'ordre très... Dans les mines, c'est les laisser s'inonder, c'est-à-dire les rendre impraticables pour un long moment. Ça ne veut pas dire simplement faire la grève pour quelques jours, mais
faire la grève pour quelques semaines au moins, sinon pour des mois, et détruire en grande partie l'outil de travail, l'abandon de l'outil, un mot d'ordre radical. Il y a eu, en 1950, un début de mise en œuvre de ce mot d'ordre, très vite arrêté par l'abdication du roi, mais en 60, André Renard remobilise cet épouvantail de l'abandon, mot d'ordre radical qui vise à concurrencer en fait ce mot d'ordre, cet autre mot d'ordre radical de la marche sur Bruxelles, mais qui a aussi cette particularité, c'est que les mines, la sidérurgie, elles se trouvent, non pas en Flandre, mais en Wallonie, c'est un mot d'ordre radical wallon, et qui n'est pas ce mot d'ordre unificateur. Et là, on retrouve de nouveau cette division qui donnera la caractéristique de cette grande grève du million, cette grève du siècle, les grèves de l'hiver 60-61, cette division entre nord et sud du pays. Du côté syndical wallon, on abandonne l'idée que on pourrait agir de façon unie en tant que travailleurs du sud et du nord. Le nord, la Flandre, est perçu comme l'ennemi, perçu comme cette région définitivement cléricale de laquelle il n'est rien que l'on puisse espérer. Tout va se développer dans la perspective d'une autonomisation de cette Wallonie ouvrière socialiste qui, si elle parvient à obtenir des rudiments de fédéralisme, alliés avec des réformes de structure économique et sociale, comme on le dit, pourra organiser pour elle-même, de façon indépendante de ce qui se fait au nord du pays, des perspectives pour le mouvement ouvrier. On y introduit là, et André Renard va y introduire cet élément de division de l'unité nationale du pays, qui avait été en grande partie, je l'ai dit, préparé par cette absence de décision nationale de l'organisation syndicale socialiste. Je voudrais te poser une petite question de précision, donc la réponse ne devrait pas être longue. Tu as évoqué à plusieurs reprises ce chiffre énorme d'1 million de grévistes. Alors, la Belgique, sauf faire ma part, à l'époque, a 9 millions d'habitants. C'est ça. Voilà. Ça correspond à quoi, ce million, par rapport au nombre de travailleurs? Est-ce que c'est 20%, 25%, 30%? Pour avoir une petite idée, je dirais, pour donner plutôt une petite idée de la proportion des travailleurs qui sont en grève par rapport à l'ensemble. Et alors, si tu peux également donner, je ne demande pas des pourcentages précis, mais une ventilation entre la Flandre et la Wallonie. Globalement, je dirais, je ne demande pas des pourcentages précis. Eh bien, on reprend cette différence de composition du monde ouvrier. Là où il y a la vieille classe ouvrière des mines, de la sidérurgie, la grève est complète. Or, c'est l'essentiel de l'emploi wallon qui est concentré dans ces secteurs. 3 travailleurs en Wallonie sur 4 en 1960 travaillent dans les mines qui ferment les unes après les autres et dans la sidérurgie. La plus grande partie de l'emploi industriel est concentrée là. Elle existe aussi ailleurs, de façon beaucoup plus diffuse, autour de centres urbains et industriels, notamment en Flandre. Et là, il y a cette composante unificatrice dont j'ai parlé, celle des services publics qui, pour la première fois, services publics vont se considérer comme des salariés, des travailleurs, et prendre le parti de la lutte ouvrière. Ça aura des conséquences, non seulement l'enseignement, mais qui est à ce moment-là un enseignement national, on n'est pas dans le cadre de la communautarisation d'aujourd'hui, mais aussi l'ensemble du secteur ferroviaire. La Belgique est littéralement à l'arrêt. Donc 1 million sur l'équivalent, disons, de 3 millions, 2 millions et demi, 3 millions de travailleurs, ce n'est qu'une minorité, si l'on peut dire, mais une énorme minorité, et qui concerne les travailleurs des secteurs les plus développés et des secteurs dans lesquels l'unité nationale peut se faire comme les secteurs publics. Et Bruxelles, au fond, on n'a pas parlé de Bruxelles jusqu'à présent, on a parlé de la Wallonie, on a parlé de la Flandre. Bruxelles est quand même une grosse agglomération.
à l'époque, il y avait davantage d'industrie qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ben, je dirais, il y a Audi, l'industrie automobile. Il y a un gros pôle qui est aussi l'aéroport de Zaventem. Mais enfin, pour le reste, Bruxelles est essentiellement une ville de service aujourd'hui, secteur public et secteur privé. À l'époque, il y avait davantage d'industrie qu'aujourd'hui. Comment comment la grève a-t-elle été suivie dans une ville qui est quand même la capitale du pays? La grève est suivie moins massivement, mais le pays est entièrement paralysé. Si on peut avoir comme indicateur, c'est ce vote lors de la décision fait-on grève ou pas grève, hein, lors de cette assemblée du 16 décembre dans l'organisation socialiste, j'ai dit qu'une faible majorité, qui est flamande surtout, se porte contre la grève. Bruxelles reste d'une certaine manière middlematique, comme on dit en Belgique. Moitié-moitié, hein, profondément divisé, hein, et indiquant, d'une certaine reflétant la composition ouvrière, qui est une composition plus ouvrière que celle d'aujourd'hui à Bruxelles, mais celle de petites entreprises également, c'est-à-dire pas véritablement l'épine dorsale. Voilà pour répondre rapidement à cette question. D'accord. Et donc, comme tu l'as évoqué déjà, on va arriver progressivement à cette revendication wallonne de fédéralisme. André Renard va jouer un rôle essentiel à ce moment-là. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu, ou plutôt préciser la pensée que tu as développée il y a quelques minutes, et en quoi tout cela va être lourd d'avenir? Parce qu'au fond, nous sommes depuis 1993, sauf erreur de ma part, dans un pays qui officiellement est un pays fédéral d'après la Constitution. Voilà. Eh bien, les origines du fédéralisme en Belgique, on peut les situer en grande partie dans ce combat ouvrier, hein, de 60-61. J'en reprends rapidement la chronologie que j'ai esquissée, et puis on va la porter pour arriver à la troisième partie hein, de cette grève qui annonce le fédéralisme. Avant la Noël, lancement de la grève. Elle est surtout wallonne, vieille industrie, mais elle est aussi nationale avec les services publics. L'entre Noël et Nouvel An, deuxième semaine de grève, celle du rattrapage flamand. Tout le pays est véritablement en grève. C'est dans cette semaine entre Noël et Nouvel An, alors que le Parlement est en congé. C'est dans cette semaine entre Noël et Nouvel An que la grève est véritablement générale et nationale et prend la plus grande ampleur. Après la nouvelle année, là on va voir la division se marquer toujours plus profondément, pour deux raisons. La première, elle vient d'être évoquée. Au lieu de mot d'ordre unificateur, marche sur Bruxelles, on a vu que l'aile la plus radicale, celle qui est représentée par les travailleurs wallons de la vieille industrie, celle qui est symbolisée par le leader syndical André Renard, proposait un mot d'ordre wallon et en même temps avancer l'idée que la Flandre était cet énorme poids qui empêchait l'émancipation des travailleurs wallons, un énorme poids dont il faudrait pouvoir se débarrasser d'une manière ou d'une autre. Et on va le voir marqué dans cette troisième semaine après la nouvelle année. Alors que tous les signes étaient à l'unification, ce mot d'ordre d'abandon de l'outil, qui évitait, qui répondrait, Renard, dans les assemblées ouvrières, on criait marche sur Bruxelles, et il répond abandon de l'outil. Et il sait très bien ce qu'il veut dire, ce que veulent l'organisation syndicale socialiste en Wallonie, c'est combattre pour une espèce d'indépendance syndicale sociale, d'une autonomie wallonne, et se débarrasser de ce proflement. Deuxième élément qui fait que cette grève ne sera plus autant suivie que dans la deuxième semaine en Flandre, c'est qu'on a une nouvelle composition ouvrière. Signalé, hein? C'est là que les investissements internationaux vont se faire, nouvelle classe ouvrière qui n'a pas l'expérience gréviste, l'expérience syndicale du mouvement wallon, qui est confrontée à un poids énorme de syndicats chrétiens, qui lui est beaucoup plus modéré. Si l'on voit du côté wallon
à la faveur de la poussée socialiste, des chrétiens qui s'inscrivent, j'avais signalé les prêtres de Serein qui prennent fait des causes pour le mouvement gréviste, et des chrétiens, des travailleurs chrétiens qui suivent le mouvement de grève. En Flandre, ce n'est pas le cas. Et donc, quand on veut ce rattrapage de grève nationale, qui doit être longue, il est infiniment plus difficile de la mener dans ce contexte profondément divisé entre une organisation syndicale non gréviste et un monde ouvrier à la fois nouveau et gréviste socialiste, beaucoup plus difficile, on l'imagine, hein, au piquet de grève, pour bloquer les entrées, hein, il y a énormément de discussions, et puis on finit par céder. Dans la 3e semaine, la Flandre va progressivement voir la grève se résorber et les travailleurs rentrer au travail. Elle se poursuivra en Wallonie. Et c'est dans ce cadre que ce mot d'ordre, qui est spécifiquement celui de « il faut se débarrasser de ce gros poids conservateur clérical flamand », va prendre de l'importance. On va organiser en Wallonie une coordination des régionales wallonnes de la FGTB, du syndicat socialiste, qui sera d'une certaine manière le premier centre à partir duquel vont se former ces organisations qui revendiqueront le fédéralisme allié aux réformes de structure sociale et économique pour la Wallonie, et tout ça se passera dans la dernière phase de la grève. Alors, pour en terminer avec cette grève, parce que c'est une grève qui a duré 5 semaines, elle débute le 19 décembre, elle va se poursuivre, on peut dire jusqu'au 22 janvier, dans les véritables bastions historiques du monde ouvrier, qui sont ces bastions wallons, 5 semaines de grève. Qu'est-ce qu'elles vont amener comme résultat? Finalement, l'objectif de la lutte contre cette loi unique de régression sociale, c'est estomper à la faveur de la revendication wallonne. La loi unique, elle est votée par le Parlement. Elle sera votée le 13 janvier. Elle sera ensuite confirmée par le Parlement. Elle sera ensuite votée au Sénat en février. Cette loi unique, finalement, elle réussira à passer. Ce n'est plus ça l'enjeu. L'enjeu va devenir véritablement cette revendication d'une certaine autonomie de cette région ouvrière qui se sent enserrée dans un monde conservateur chrétien qui ne lui convient pas, et donc qui sera à l'origine des revendications de fédéralisme, qui aboutiront pour la première fois dans une révision constitutionnelle 10 ans plus tard, en 1970. Première révision de la Constitution pour établir le fédéralisme, et puis il y en aura bien d'autres, puisqu'on en est aujourd'hui à la 6e réforme constitutionnelle pour approfondir systématiquement le fédéralisme, mais la première, ça sera 10 ans après cette grève de l'hiver 60-61, avec un mouvement wallon en grande partie issu de ce mouvement syndical. Au fond, quand on fait l'historique, je dirais, de la naissance et du développement du fédéralisme sur un temps, enfin on ne va pas remonter au XIXe siècle, mais sur un temps relativement court, c'est-à-dire une période d'une vingtaine d'années, il y a une première étape, 1950, la question royale, 1960, la grande grève dont on vient de parler maintenant, et puis alors il y a quelque chose qui aurait dû être secondaire par rapport à cette grande grève qui mettait en jeu des forces sociales en présence très forte. Et puis alors, il y a un événement, mais qui se produit à un choc, je dirais plutôt politique dans le monde universitaire en 68-69, l'affaire de Louvain, qui, elle, est au fond le vrai déclencheur immédiat de la réforme de 70. C'est quand même un petit peu curieux que le poids des événements, comment dirais-je, que la grève de 60-61, finalement, n'ait pas eu un impact plus important, même si en gestation, et là, comment dirais-je, tout ce qui va mûrir dans les années 1960, mais c'est au fond l'affaire de Louvain, de 68-69, qui fait qu'il y a
Ça nous mène sous une toute autre histoire, hein, qui sera oui, celle oui. de l'origine du fédéralisme en Belgique, mais dont les racines remontent loin dans le temps, dans cette Belgique divisée économiquement, socialement, hein, entre une région à l'origine industrielle et prospère, la Wallonie, et qui va décliner doucement après la Deuxième Guerre mondiale, laissant alors le développement économique du côté flamand pour les raisons que j'ai dites, hein, parce que les nouvelles industries, en grande partie internationales, s'implantent plus précisément en Flandre qu'en Wallonie. Donc, différence de composition du monde ouvrier en Belgique, qui est le fondement de ce fédéralisme dont on parle, mais dont un des grands éléments déclencheurs sera cette grève, pour les raisons que j'ai essayé d'exposer, c'est-à-dire cette incapacité de l'organisation syndicale qui défend l'ensemble des travailleurs en Belgique du côté socialiste, l'incapacité de la FGTB à diriger de façon nationale un combat gréviste, laissant alors l'autonomie au régional, ce qui donnera alors cette division profonde, reflet de la différence de structure du monde de la production et du monde social entre le nord et le sud du pays. Et est-ce que nous en subissons toujours les conséquences aujourd'hui dans l'organisation syndicale? Voilà, il y a la Flandre, il y a la Wallonie, il y a le poids des régionales, les interlocuteurs directs. Alors au niveau national, ben voilà, il y a la FGTB, il y a la CSC, avec, voilà. Mais alors, il y a des pouvoirs qui sont apparus entre-temps. Hein, il y a donc la région wallonne, la région flamande, la région bruxelloise, sans parler pour le secteur public essentiellement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont nous dépendons, nous comme enseignants. Alors, je voulais savoir un petit peu quels ont été... Est-ce qu'on peut dire que l'organisation du mouvement syndical aujourd'hui est un peu la résultante de ce qui s'est passé en 1960 et qu'au fond, ça conduit à une division peut-être des forces en présence lorsqu'il s'agit de mener certains combats qui sont des combats structurels dans un cadre mondialisé et que parfois, bon, enfin je ne sais pas, je voudrais avoir des impressions à ce sujet-là. Mon impression globale est celle que la division nuit au mouvement ouvrier et que son unité est toujours plus favorable à la division. C'est une position, si on peut dire, de principe. Maintenant, il faut-il qu'elle s'inscrive dans la réalité. L'unité préférable à la division, ce n'est pas ce que l'on a vu à l'occasion de la grève 60-61. La division l'a emporté. Et elle l'a emporté parce que ceux qui étaient les plus forts du côté de cette vieille classe ouvrière wallonne ont préféré se fonder sur leur force à eux plutôt que d'en faire bénéficier l'ensemble du monde ouvrier. On préférait un repli sur une question nationale, sous-nationale, ici régionale, wallonne, plutôt qui prenait en considération la force de ce mouvement ouvrier, qui pouvait se penser capable d'imposer sa volonté, mais en délaissant la fraction la plus faible. Ce n'est pas, si l'on peut prendre une leçon, ce sera la leçon que moi j'en tire, ce qu'il faut faire si l'on veut un combat efficace. Il ne faut pas se refuser la complexité et la tâche de ce combat syndical qui est toujours inévitablement porté par les plus combatifs, mais qui doivent pour cela convaincre les moins combatifs plutôt que de préférer s'en séparer et de les laisser à leur propre compte. Ce sera la leçon que moi je tirerai. Eh bien, ce sera la conclusion de notre entretien. En tout cas, je te remercie infiniment pour les explications que tu nous as données, d'autant plus qu'elles ont été justement prodiguées avec beaucoup de pédagogie, en insistant vraiment sur les lignes de force de ce mouvement
Et je suis convaincu que nos auditeurs, nos auditrices, qu'ils soient belges ou étrangers, auront, à la suite de notre échange de vues ici, une vision beaucoup plus claire de ce qu'ils sans doute ne connaissaient pas, parce qu'il ne faut pas croire que tout le monde connaît la grève de 60-61, et pour ceux qui en connaissaient un petit bout, ben je crois qu'ils y verront certainement, ils auront certainement une vue beaucoup plus évidente de ces événements. Donc Serge, un très grand merci, et comme d'ailleurs cela a été évoqué dans le cadre de notre interview ici, j'espère bien te revoir sur des sujets sur lesquels tu es compétent. Il y en a quand même un certain nombre, puisque ce sont des sujets qui s'étendent du XVIe siècle au début du XXIe siècle. Donc on se reverra certainement, à nous de voir un petit peu dans nos agendas comment tout ça va pouvoir se goupiller. Donc un grand merci pour tout. Ben, c'est moi qui te remercie, Jean-Michel, pour l'invitation.